Nous sommes de retour à San Francisco et nous savons où chercher la chorale. Un peu à l'écart du centre-ville, au cœur du quartier homosexuel, dans un très vieux cinéma, le Castro. Nous débarquons en pleine répétition. Nous avons bien choisi notre jour. La chorale fête aujourd'hui sa 32e année d'existence. Tom Birch, choriste depuis les années 80, vient rappeler à ses camarades les années terribles que furent les années SIDA. La chorale a traversé des moments vraiment terribles. Vous savez, à un moment, nous n'étions plus que 85 chanteurs. 3 d'entre nous étaient morts la même semaine. Vous me connaissez, je vais me remettre à pleurer. Voilà pourquoi nous devons préserver notre esprit de famille. C'est très important. Au bout de 32 ans d'existence, nous avons plus de chanteurs décédés que de chanteurs vivants. Il ne faut pas l'oublier. À chaque fois que l'un d'entre nous monte sur scène, il représente 2 personnes, lui-même et un autre chanteur qui n'a plus la chance d'être là. La chorale compte aujourd'hui 230 chanteurs. Mais parmi les choristes, nous ne reconnaissons aucun des visages que nous avions croisés il y a 18 ans. Ni celui de Gary, ni celui de Scott, tous deux disparus, emportés par la maladie. En revanche, nous reconnaissons cette chanson. Elle nous rappelle un autre des choristes que nous avions croisé à l'époque. Jim Diggins entonnait lui aussi Over the Rainbow, chant de ralliement de la communauté gay, et nous vous avions raconté son histoire. Jim avait eu un fils d'un premier mariage, puis il avait découvert son homosexualité et partagé la vie de Robert. Au moment de notre premier reportage, il y a 18 ans, Robert venait de mourir du sida, et la chorale était rassemblée pour célébrer ses obsèques. La seule chose à laquelle Robert ne m'avait pas préparé, c'est à l'énorme soutien, l'énorme amour que j'ai reçu ces 2 dernières semaines, ces 2 derniers mois, ces 2 dernières années de chacun d'entre vous. Pour retrouver Jim Diggins, nous avons dû quitter San Francisco et faire 800 km jusqu'à San Diego. Jim habite désormais dans ce petit pavillon, seul avec ses souvenirs. Après la mort de son compagnon, il a bien eu quelques aventures, mais il n'a jamais refait sa vie. Chez lui, les étagères sont couvertes de photos de son fils et de son amant disparu. Aujourd'hui, pour la première fois, il revoit les images que nous avions tournées à l'époque. Ça fait remonter beaucoup d'émotions, ces visages que je n'ai pas revus depuis longtemps. Des gens formidables.
C'était une famille, une vraie famille. C'était des gens qui étaient ensemble parce qu'ils le souhaitaient, pas parce qu'ils y étaient obligés. Jim a quitté San Francisco et la chorale, bouleversé, usé par les décès de son amant et de beaucoup de ses amis dans les années 90. Aujourd'hui, il se considère comme un rescapé. Robert et moi adorions la comédie musicale Les Misérables. Il y a cette chanson intitulée Les chaises vides et les tables vides. Elle dit « Avant, nous venions ici passer de bons moments avec nos amis. Maintenant, je suis seul. Mes amis ont disparu. » Et c'est cela que je ressens, le sentiment de culpabilité du survivant. C'est probablement pour ça que j'ai fini par m'enfuir. C'était trop dur. Ça, c'était la bague de fin d'études que portait Robert. Je lui ai dit, juste avant qu'il ne meure, « Je ne veux qu'une seule chose de toi. C'est ta bague. » Et elle n'a plus jamais quitté ma main. Jim Diggins, définitivement lié à son amant, à la chorale. Aux États-Unis, l'épidémie de sida a tué plus d'un demi-million de personnes. À San Francisco, un mémorial rassemble des centaines de noms de victimes. Tom, rencontré à l'anniversaire de la chorale, entretient ici le souvenir de nombreux amis. Là, il y a Steve Bryan, Doug Frazier, Peter Brokoff. Lui aussi était un membre de la chorale. Ces gens sont morts et moi j'ai survécu. Je me sens l'obligation d'honorer leur mémoire parce que c'était des gens bien. À 63 ans, Tom est l'un des rares choristes qui ait connu les chanteurs que nous avions filmés en 1992. Il a gardé un souvenir particulier de l'un d'entre eux, Gary Falardeau, et sa voix claire et joyeuse. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow. And now we're here in Denver for dinner. Leaning from your window pane. Cet ancien danseur souffrait d'une maladie osseuse qui peu à peu gagnait toutes les parties de son corps. Tous ses rêves avaient été brisés par le sida. Je voulais devenir une star, je voulais être un acteur et un chanteur, devenir célèbre. Et ce n'est pas arrivé. Alors aujourd'hui, la chorale, ça fait du bien à mon ego. Si je veux survivre, je dois m'adapter à ce que subit mon corps. Malgré la douleur, Gary Falardeau a toujours accompagné la chorale en tournée, même lorsque ses jambes ne pouvaient plus le porter. Je sens que très bientôt, je vais les rejoindre, là-haut. Et ils le savent. Je sens qu'ils me regardent et qu'ils m'appellent. « Gary, allez viens, c'est bientôt l'heure. » C'est ce que je ressens. C'est comme un appel à retrouver les autres. De toute façon, tout sera mieux que de continuer comme ça avec la douleur tout le temps. C'est l'heure pour moi. Trop de douleur. Gary a accepté son destin et il a continué d'avancer. Nous savions qu'il souffrait terriblement. Nous savions que sa vie n'était plus la même. Mais ça ne l'a pas vaincu. Il est resté lui-même jusqu'au bout.
Condamné, Gary avait décidé de se porter volontaire pour des essais thérapeutiques. Cobaye humain, dans l'espoir qu'un jour après lui, la maladie serait vaincue. Mon point de vue, c'est que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Le gouvernement s'en moque totalement. Alors il faut que des gens comme moi prennent ces pilules et permettent aux essais thérapeutiques de progresser pour que cette maladie ne tue pas tout le monde. Je voudrais juste que lorsque mon heure viendra, les gens se disent que j'ai fait quelque chose de positif dans ma vie et sur ce monde. Peut-être que ma mort ne sera pas complètement oubliée, comme si je n'avais jamais existé. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on se souvienne de moi. Lorsqu'ils ont appris que nous étions revenus les filmer 18 ans après, de nombreux membres de la chorale ont insisté pour voir le reportage réalisé en 1992. Et leurs souvenirs ont refait surface. Ça me fout le moral à zéro de me dire que j'ai perdu des dizaines de bons amis à l'époque. Les gens qui chantaient avec nous dans la chorale ont tous disparu. Je me souviens que j'allais dans les hôpitaux, je suis notaire. Je recueillais leur dernière volonté. Il fallait qu'ils fassent leur testament, pour eux, pour leur famille. Et souvent, par déni, ils refusaient de se préparer à ça. Et pour moi, c'était une bénédiction de pouvoir aider ces malades, ces familles, à affronter leurs peurs. Mais les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu les années 90, quel regard portent-ils sur cette époque? Le débat s'installe. Le problème des jeunes homosexuels, c'est que beaucoup d'entre eux pensent que tout ça c'est du passé. Ils pensent que maintenant les gens vivent avec le sida et que finalement ils ne sont pas vraiment en danger. Moi, dans mon cercle d'amis, les gens que je connais à San Francisco, tout le monde est séropositif, à part moi, enfin pour l'instant. Et certains sont très malades. Ça montre bien qu'il y a un vrai problème. Parce que notre génération, à l'époque, elle n'était pas au courant. Votre génération, elle sait. Ouais, enfin moi, expérience personnelle oblige, je n'aime pas trop qu'on veuille donner des leçons de morale aux jeunes, parce que c'est exactement ce qui se passait chez moi. Je ne fais pas de leçon de morale, je dis juste qu'il y a un problème. Tu as entendu l'histoire de ses copains, là. Mais enfin, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut attraper le sida aujourd'hui alors qu'on est informé? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les jeunes ne prennent pas le sida au sérieux. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne le prennent pas au sérieux? Mais parce qu'ils l'attrapent. James a 37 ans. Il vit avec le sida depuis 17 ans. Il fait partie de cette génération qui a vu arriver les premières trithérapies en 1996, et c'est grâce à cela qu'il a survécu. Il a attrapé le virus lorsqu'il était encore étudiant à l'université, et il reconnaît qu'il aurait pu l'éviter. Les campagnes de prévention existaient bien à l'époque, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais à la fac, c'était une période d'abandon, d'insouciance. La sonnette d'alarme avait déjà été tirée, mais je ne l'entendais pas, en tout cas pas assez. Je n'avais encore dit à personne que j'étais homosexuel à l'époque. En fait, j'ai passé toute ma vie d'homosexuel en tant que séropositif. James mène aujourd'hui une vie presque normale, grâce à une impressionnante batterie de médicaments antirétroviraux. C'est ce qu'on appelle le cocktail. Et il faut y ajouter des vitamines et des antidépresseurs. Le traitement permet de ralentir la multiplication du virus et renforce son système immunitaire. Je ne prends pas ces médicaments pour ne pas mourir. Je les prends pour vivre mieux. Le sida n'est plus synonyme de peine de mort comme c'était le cas il y a quelques années. C'est une maladie mortelle mais contrôlable. Mais attention, cela ne veut surtout pas dire que c'est facile de vivre avec. Je dois en permanence m'occuper de mon corps, je dois bien manger,
Je dois faire du sport, prendre mes médicaments, garder un cercle d'amis qui s'occupent de moi et qui m'aiment. Aussitôt que je me laisse aller, que je ne m'occupe pas quotidiennement de ma santé, je redonne au virus l'occasion de refaire surface. L'année dernière, James a été un peu négligent avec son traitement. Il a développé une forme rare de méningite. Salut Jim, entre. Cette visite chez son médecin intervient après un long séjour à l'hôpital. Bon, je vais commencer par écouter tes poumons et ton cœur. Respire profondément. Tes analyses sont bonnes et le virus est indétectable, donc c'est bien. Ces chiffres me confirment que tu prends bien tous tes médicaments, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça me rassure ce que tu me dis là. Certains me disent que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, mais ça compte vraiment pour moi. Je suis un homosexuel qui est devenu médecin pendant la crise du sida, quand personne ne comprenait ce qui se passait. Et maintenant, je peux enfin dire à mes patients que s'ils n'oublient pas de prendre leurs médicaments, ils ont de grandes chances d'atteindre une espérance de vie quasi normale. Et ça, c'est vraiment incroyable. Les trithérapies en 1992, ça n'existait pas encore. Chaque jour, Scott Galuteria s'injectait des potions aux plantes, de l'homéopathie contre le virus. Beaucoup de naïveté. Je ne veux pas que mon corps devienne un champ de bataille. Je veux qu'il soit un lieu de paix et d'amour. Je veux que le virus se sente tellement à l'aise dans mon corps que doucement, il s'assoupisse et peu à peu s'endorme complètement. Le virus ne s'est pas endormi. Scott Galuteria a déclaré le sida quelques mois après ces images. Il est mort 2 ans après. Une génération sépare Scott de James. En 20 ans, les victimes du sida sont devenues beaucoup plus rares. Et cela a changé la chorale. Des deuils, nous en avons connu beaucoup, mais ces dernières années, à la chorale, nous n'avons eu que 2 enterrements. Ça ne veut pas dire que l'esprit de famille n'est plus là. Les chanteurs ne meurent plus. Maintenant, ils fondent des familles. Il est vrai que dans les années 80, lorsque la communauté homosexuelle de San Francisco descendait dans la rue, c'était pour protester contre le manque de moyens, contre l'indifférence de l'administration américaine face à l'hécatombe. Sur la place de l'hôtel de ville, la foule scandait les noms des victimes. Un cri de détresse collectif qui, pendant des années, n'a pas été entendu. 2009, la même foule, au même endroit, mais pour d'autres raisons. Ce jour-là, la communauté homosexuelle proteste contre le résultat d'un référendum qui a mis fin au droit au mariage pour les gays. Un droit acquis seulement quelques mois plus tôt. Just the basses. 1, 2, 3. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior. Yann Jouvenot fait partie de cette nouvelle génération de choristes. Il est français. Albert, tu vois des écureuils là? Il s'est installé aux États-Unis il y a 10 ans pour le travail et il n'est jamais reparti.
Il s'est toujours protégé contre le sida. Tu descends ta main? Il s'est marié et a adopté 2 garçons, âgés aujourd'hui de 2 et 3 ans. Le mariage maintenant est devenu la dernière frontière. Je dirais pas. C'est le dernier acquis pour pouvoir vraiment dire bon, écoutez, voilà, on est des personnes à part entière, on fait partie de la société comme tout le monde, on paie nos impôts, on a des enfants, on les envoie à l'école, on est des bons voisins, des bons parents, des bons amis. Alors pourquoi ne pas être traité de façon égale? Yann habite dans une petite maison de la banlieue de San Francisco. Et ce soir, la famille a les yeux rivés sur la télévision. Un référendum sur le mariage homosexuel a lieu ce jour-là. Il ne concerne que l'État du Maine, mais Yann se sent directement concerné. Si le Maine vote oui, cela pourrait entraîner beaucoup d'autres États dans le pays. Si ça passe au Maine, ça va être vraiment énorme parce que c'est la première fois en fait que le mariage homosexuel a été approuvé par vote populaire, quoi. Avant, c'était toujours la législature ou les juges, la Cour suprême de chaque État. Si ça passe, c'est vraiment historique. Qu'est-ce que tu fais, gros bêta? Tu chantes comme un hooligan, mon fils. Hein? Plus tard dans la soirée, le résultat du référendum tombe. Et c'est une douche froide. Le chemin va être long. C'est vrai qu'on n'est plus dans les années 70 ou 80 où on pouvait être éjecté de son appartement parce qu'on était homo, on pouvait être viré de son boulot tout simplement parce qu'on était homo. Et certainement, on est loin des années où même les infirmières ne voulaient pas vous toucher parce que vous aviez une maladie que les gens ne connaissaient pas. Mais on n'y est pas encore. Les homos continuent à ne pas pouvoir donner du sang parce que le sang homosexuel ne peut pas être mélangé à la populace, même si on a des tests contre le HIV très, très sûrs. Mais il y a encore du chemin à faire. Le lendemain soir, nous retrouvons tous les choristes réunis pour la fête de Thanksgiving. C'est le vétéran de la chorale, Tom Birch, qui a créé ce rendez-vous il y a 22 ans pour réconforter les choristes malades, ceux qui étaient rejetés par leur famille. Aujourd'hui, il mesure le chemin parcouru. De plus en plus de familles acceptent l'homosexualité de leurs enfants ou leur séropositivité. Heureusement pour les homos, le monde a changé pendant ces 20 ans. En mieux. Mais c'est toujours bien de garder les traditions, et cette soirée est une bonne tradition pour la chorale. Ce soir, l'occasion était trop belle. Nous avons demandé à Jim Diggins de revenir à San Francisco et de rendre visite à ses anciens camarades. Il ne les a pas revus depuis 18 ans. Hello, sweetheart. Oh my goodness. I didn't even get the steps. Eh, ça fait du bien de te revoir. T'as l'air très en forme. T'as pas l'air si vieux que ça. Et toi non plus, t'as pas pris une ride. Feels good. Oh my God, there's all kinds of faces. Yeah. How are you? Good. Good to see you. So weird to see faces I don't know. It's good and bad. I mean, en fait, j'ai un sentiment partagé. C'est formidable de retrouver tous ces gens que j'ai connus il y a longtemps, et en même temps c'est bizarre, car il y a aussi tellement de gens que je ne connais pas. La chorale a beaucoup changé, mais j'ai le sentiment que tout continue. La même camaraderie, la même énergie, la même fraternité. C'est bien de voir que tout ça est toujours vivant. La dernière séquence de notre reportage en 1992 est restée gravée dans notre mémoire. Nous avions filmé Jim sur cette plage, non loin du Golden Gate. Il est temps pour moi de dire au revoir, complètement. De laisser aller et de disperser ses cendres. Sur cette même plage, le lendemain de la fête de Thanksgiving, avant qu'il ne rentre chez lui, nous avons retrouvé Jim.
C'était ici que je devais le faire pour garder un lien. Je me suis toujours dit que je répandrais ces cendres ici et qu'elles se mélangeraient avec le sable. Elles seraient emportées par la mer et elles iraient sur toutes les plages où je suis allé. Depuis plus de 30 ans, les hommes de San Francisco chantent. Beaucoup ne sont plus là, mais leurs voix sont plus fortes que jamais.